Quelques mots de la macroéconomie également, ce début de semaine, après une semaine qui aura été chargée en indicateurs statistiques, notamment pour le marché du travail américain. C'est François Cabot qui est avec nous en visioconférence, économiste senior, zone euro chez AXA IM. Bonjour François, merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais commencer quand même avec les données qu'on a eues la semaine dernière sur le marché du travail américain, qui est observé de près, qui est évidemment un facteur clé pour la dynamique désinflationniste qu'on observe aux États-Unis depuis quelques temps maintenant. Tout le monde s'accorde à dire que le marché du travail, sous différentes mesures, est en train de refroidir. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites également, François? Et est-ce que ce refroidissement est suffisant pour permettre désormais une pause peut-être définitive de la Réserve fédérale américaine? Et est-ce que ce refroidissement reste compatible avec l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine? Oui, alors refroidissement, c'est sûr, hein. Même si une surprise à la hausse sur les payrolls d'août, elles ont été largement compensées par des révisions à la baisse sur les derniers mois. Donc, en 3 mois, on a effectivement un ralentissement avec un des gains d'emploi au plus faible depuis 3 ans et demi. Donc là-dessus, c'est clair que le ralentissement est à l'œuvre. En plus, on a un taux de chômage qui est monté un petit peu avec un taux de participation qui aide également de ce côté-là. Donc là-dessus, c'est sûr que de ce point de vue, ces mesures-là, on n'a aucune raison d'attendre des hausses supplémentaires de taux de la part de la Fed, ce qui est en ligne avec nos prévisions, effectivement. Par contre, de dire que ceci est le nouveau statu quo et qu'on va rester dans cette situation relativement confortable, euh, c'est peut-être un peu trop s'avancer. Il y a pour 2 raisons. D'une part, on a une croissance des salaires qui est quand même qui est modérée, mais qui est plus élevée que l'objectif, hein, notamment dans un cadre où la croissance de l'emploi est relativement forte, du coup, ce qui génère une productivité très faible. Donc en termes de coût unitaire du travail, on est quand même un peu au-delà de l'objectif, de la Fed de ce côté-là. Donc même si c'est pas forcément un argument pour remonter les taux à court terme, ça va très clairement garder, hein, le ton hawkish de la Fed à court terme et qui pourrait donner lieu à une hausse de taux supplémentaire si on n'a pas effectivement des salaires qui se modèrent eux-mêmes à la suite du marché de l'emploi. Donc attention de ce côté-là. Et puis l'éternel, effectivement, hein, vous y avez référence, l'éternel quelque part surprise à la hausse du côté de l'économie américaine, hein, qui surprend trimestre après trimestre, que de notre côté, nous ne voyons pas perdurer également, hein. Donc après un troisième trimestre qui est plutôt bien commencé, celui-ci devrait, enfin en tout cas, on devrait terminer l'année en contraction, hein, même si limité. Donc c'est plutôt un rebond temporaire qu'on a là. Mais par contre, si effectivement on est encore surpris à la hausse du côté de la croissance américaine, bah, celle-ci pourrait donner lieu finalement à une ralentissement trop faible quelque part du marché de l'emploi, et donc avec des salaires qui pourraient rester relativement élevés et qui pourraient donner lieu effectivement des hausses de taux supplémentaires de la côté de la Fed. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir et on est sur un sentier qui paraît équilibré et en tout cas sur lequel il n'y a pas besoin de revenir. Autant effectivement se projeter jusqu'à même mi-2023 ou fin 2024 comme ça, fin 2024 pardon, ça paraît un peu trop en amont pour finalement donner le fin mot à cette résilience de l'économie américaine et que la Fed n'est pas finalement à poursuivre le pas et à remonter les taux encore une fois. Pour vous, conjoncturellement parlant, il y a un trou d'air dans l'économie américaine qui sera visible au quatrième trimestre avec potentiellement une marque de PIB en contraction sur cette fin d'année. Oui, alors effectivement, d'une part, les ISM Services, là, cette semaine, comme ça a été mentionné par Vincent, seront importants pour voir effectivement séquentiellement où est-ce qu'on en est. Ils étaient plutôt en phase de décélération, donc si on reste dans cette dynamique-là, tout ça serait cohérent. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que une grosse partie, enfin la majeure, l'explication principale quelque part quand on fait le nowcasting américain qui tourne entre 3% et 5% selon les différentes mesures qu'on veut prendre aujourd'hui, donc en rythme trimestriel non annualisé. Donc c'est plus qu'une résistance, hein, c'est une économie qui est booming. C'est en fait des données de consommation en tout début de trimestre, hein, sur juillet notamment, qui ont été très fortes. Et là-dessus, on peut se poser effectivement la question de est-ce que ceci est tenable véritablement, compte tenu effectivement voilà, d'une économie et notamment d'un marché de l'emploi qui lui-même séquentiellement est plutôt en phase de ralentissement. Donc pas effectivement d'atterrissage forcé et difficile à l'horizon. Par contre, effectivement, ce rythme de croissance-là n'est clairement pas soutenable de notre point de vue. Et donc, la perspective d'avoir un ralentissement qui continue
au fil du troisième trimestre et qui va se matérialiser au quatrième trimestre vers une contraction mineure, paraît enfin, notre scénario de base chez nous, tout à fait. L'économie est faite de petites histoires, ce qui explique la très bonne tenue en partie des dépenses de consommation aux États-Unis à travers l'été. Enfin, c'est ce que j'ai lu des analyses des économistes. Alors, il y a l'effet Amazon parce que je crois qu'il y a eu un Prime Day, enfin une journée Amazon très très forte, effectivement, en termes de discount et en termes de consommation. Et puis, il y a eu l'effet Barbenheimer, comme on l'appelle aujourd'hui, la sortie de quelques gros blockbusters au cinéma, la tournée de Taylor Swift également. Enfin, c'est typique d'une économie de loisirs, mais c'est ce qui se retrouve dans les chiffres macroéconomiques, François. Voilà, c'est vrai, mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on est sur une dynamique du taux d'épargne en baisse, hein, aux États-Unis. En termes d'accumulation du taux d'épargne, pardon, de l'épargne accumulée durant la crise Covid, celle-ci a été pour une bonne part mangée. Donc finalement, ce qu'on peut en tirer sur le quatrième trimestre, c'est que est-ce qu'on va encore piocher dans l'épargne s'il en reste encore suffisamment pour le quatrième trimestre et du coup la consommation reste à flot et on a effectivement pas de contraction, ou alors effectivement, quid de ce marché de l'emploi qui ralentit, qui peut générer des craintes de confiance et au contraire, quelque part, à partir à l'opposé et générer une hausse du taux d'épargne, épargne de précaution, attention à un ralentissement de l'économie et qui effectivement plutôt notre scénario privilégié dans la mesure où on est de mémoire autour de 3,5-4% de taux d'épargne des ménages américains, qui est revenu largement dans les moyennes historiques, voire un peu plus faible. Et dès lors, voir celui-ci diminuer encore pour consolider la croissance paraît compliqué. Donc, mais effectivement, ça reste une possibilité qui est, voilà, on a été surpris depuis plusieurs trimestres. Mais aujourd'hui, quand même, on a quand même un ensemble de données, Ouais, je comprends. marché de l'emploi, de l'activité. On ne peut pas être complètement réjoui de ce qui se passe dans le reste du monde non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que même si l'économie américaine est principalement orientée sur elle-même, ça reste quand même des arguments qui coïncident et qui rassurent quelque part sur ce ralentissement qui devrait se matérialiser d'ici la fin de l'année. Que dire de la zone euro, François? On a le sentiment, et même un peu plus, hein, c'est vrai qu'on a regardé les enquêtes d'activité, on aura encore des données définitives là, pour les PMI zone euro, mais on a le sentiment quand même que l'été a plutôt généré une panne de croissance, de dynamique, avec à l'arrivée un niveau d'inflation qui n'a pas tellement changé ces 2-3 derniers mois en zone euro, une inflation cœur qui reste scotchée à plus de 5% notamment, plus élevé, bien plus élevé que ce qui est observé aujourd'hui aux États-Unis, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis même, quelque part, ça a peut-être même commencé un peu avant, dans la mesure où, grâce ou à cause des révisions de PIB du deuxième trimestre, notamment en Irlande et en Italie, on avait une estimation préliminaire de la zone euro qui était à 0,3, un tout petit 0,3, hein, 0,26. Et c'est pas tout à fait exclu qu'on puisse tomber à 0,1, donc à cause de ces révisions à la baisse du PIB irlandais et du PIB italien la semaine dernière. Donc effectivement, déjà un tableau qui est un peu moins joyeux que celui qui pouvait être dessiné il y a quelques semaines ou quelques mois. Et effectivement, les enquêtes, entre-temps, font état, effectivement, et là, c'est rassurant, hein, à la fois les PMI et l'enquête de la Commission européenne, quelque part, qui donne un signal relativement cohérent de secteur de services qui se détériore et qui, quelque part, suivent le ralentissement, mais qui date depuis plus longtemps sur le secteur du manufacturier. Donc effectivement, une économie qui est pas très bien orientée, mais c'est pas catastrophique non plus. Et ce qui fait que ce n'est pas catastrophique, un peu à l'image de ce dont on discutait pour l'économie américaine, c'est que oui, les intentions d'embauche sont en ralentissement, mais ce n'est pas le trou d'air total non plus. Donc on est complètement dans ce scénario de stagflation que nous avons dessiné en début d'année, avec effectivement une inflation et surtout une inflation cœur, comme vous le mentionnez, qui a été encore et qui reste encore très 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 élevée, très loin de ce que pourrait être une cible autour de 2%, hein, même si le cible de la BCE est sur l'inflation totale. Et effectivement, une stagnation économique qui paraît pour durer. Quelles sont les données auxquelles la BCE va se raccrocher le plus pour formaliser, former sa décision du 14 septembre prochain, François?
Alors, je crois qu'effectivement, hein, il y a manifestement quelque part un changement de narratif, hein, avec l'évolution du cycle conjoncturel et qui est, dont à la fois le deuxième trimestre avec sa révision à la baisse et le troisième trimestre tel qu'il est embarqué vont arriver en dessous, assez largement en dessous de ce que la BCE prévoyait en juin. Et donc là-dessus et ce à quoi peut être rajouté le cumul des hausses de taux précédentes, hein. Donc effectivement l'aspect backward looking, on regarde ce qu'on a fait et ce qui s'est passé et peut-être qu'on est un peu en dessous de ce qu'on prévoyait. Et donc ça effectivement c'est des éléments qui vont être clés et qui ont été mentionnés dans les minutes de la semaine dernière, dans le discours de Schnabel et également de la semaine dernière. Donc ça me paraît assez évident et ceci viendrait quelque part un peu à l'opposé de ce qui était mis en avant en juin. C'était principalement le marché du travail, principalement les pressions sous-jacentes, alors que là, on a été plutôt surpris à la hausse, autant sur les salaires que, sur, l'inflation sous-jacente elle-même et donc du coup qui donnerait lieu a priori plutôt pour une hausse de taux. Donc c'est un peu compliqué de voir, où va se situer le curseur, même si de ce qu'on a pu en comprendre là dans les dernières interventions et c'est là où justement le discours de Christine Lagarde d'aujourd'hui et des autres, interventions de banquiers centraux vont être clés pour voir justement où est-ce qu'ils mettent le curseur, tout en sachant qu'il y a quand même une donnée également très importante qui va tomber demain, c'est les anticipations d'inflation des consommateurs dans l'enquête de la BCE qui tombe demain matin et donc et ça, c'est effectivement clé pour voir à quel point est-ce que notamment à horizon 3 ans, est-ce qu'il y a une convergence ou au contraire une résistance des anticipations d'inflation à redescendre vers les 2%, tout en sachant que le dernier point aujourd'hui est à 2,3% à horizon 3 ans. Donc est-ce qu'on reste là? Augmenter, je pense pas, ou alors est-ce qu'on peut continuer à converger pour assurer effectivement la BCE qu'elle est sur le bon chemin? Peut-être, mais effectivement là les prochaines 24-48 heures vont être clés juste avant la période de silence, pour voir un peu le ton et effectivement les indicateurs privilégiés, tout en sachant que, si on s'en tient à ce qui a été raconté, assez vigoureusement en juin, pour la hausse de taux en juillet pardon, en juin et en juillet, sur le marché de l'emploi, on devrait quand même avoir une dernière hausse de taux et c'est notre scénario de base, chez nous effectivement pour l'instant. 25 points de base donc qu'on peut prédire, en tout cas c'est votre call chez AXA pour la réunion du 14 septembre de la Banque Centrale Européenne. Quelques prises de position, quelques déclarations et quelques discours de banquiers centraux avant effectivement une période de blackout, de non-prise de parole, une semaine avant la décision du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup François. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence pour ce décryptage macroéconomique en ce début de semaine. François Cabot qui était avec nous, économiste senior zone euro chez AXA IM.